enthousiasmos en grec, le souffle divin. Absolument. Oui. Et Dieu à l'intérieur de soi. Dieu à l'intérieur de soi. Justement, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir, Francis Lalanne, sur Tribune Libre. Vous êtes un artiste complet, un poète, un comédien, un chanteur, un musicien, un écrivain. Vous êtes polyglotte, amoureux, jamais tiède, engagé, franc du collier, très bon client, comme on dit à la télé, où vous n'êtes plus invité par un milieu conformiste et un peu froussard. Vous avez écrit récemment Le droit de résister, qui est un très beau livre. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Je peux même vous lire tout de suite un poème. Volontiers. Avis à la population. En faisant parvenir des armes en Ukraine, et pire, des soldats, en plus de l'armement, pour que les combattants ukrainiens en comprennent pendant qu'ils sont en guerre le fonctionnement. En le faisant sans aviser le Parlement, alors que la présence française est pérenne en Ukraine et que nos forces en ce moment assistent les soldats ukrainiens, ils entraînent. En prenant le parti, pendant l'affrontement, d'un pays contre l'autre, et plongeant dans l'arène, en finançant l'Ukraine, tout en réprimant la Russie de façon publique et souterraine, il faut qu'on se le dise. Au vu de tout ceci, la France a déclaré la guerre à la Russie. Si j'étais le président Poutine, je ne sais pas si j'aurais sa patience. Et vu ce qui vient de se passer au Parlement et la manière dont l'opposition que l'on croyait réelle et qui se trouve être maintenant définitivement au vu de tous une opposition contrôlée, vu la façon dont elle s'est couchée pour permettre au Freluquet, qui se prétend président de la République française, de faire voter par l'Assemblée nationale un accord passé entre deux personnes et non pas entre deux pays, eh bien moi je ne sais pas si j'aurai la patience de M. Poutine. Et je crois que, je ne sais plus qui a dit, mais je souscris complètement à ce qu'a dit cette personne. Il faudrait lui attribuer aujourd'hui le prix Nobel de la patience à Poutine. Je n'ai pas en mémoire un souverain, un chef de gouvernement qui, dans l'histoire du monde, ait eu la patience du président Poutine. C'est hallucinant la patience de cet homme. C'est admirable la patience de cet homme. Et je crois qu'il va falloir à un moment donné que le peuple français réalise à quel point nous devons la paix au président Poutine. Nous lui devons la paix, alors qu'on prétend qu'il nous fait la guerre. Voilà. Et d'ailleurs, si vous permettez, Oui. je voudrais vous lire un autre poème qui s'appelle L'heure des contes. Que dirons-nous demain aux mamans de Russie qui nous reprocheront la mort de leurs enfants? Quand leurs yeux s'écrieront comme nous agriffant, j'avais un fils. Hélas, vos armes l'ont toxie. Nous qui vivions en paix, malgré tous nos soucis, que dirons-nous demain si le mal se greffant, sa flamme nous revient en retour et pourfend d'un missile vengeur la vie des gens d'ici? Que dirons-nous demain de ce mal en retour quand nos enfants, à nous, périront à leur tour? Quand la guerre ne sera plus ce qu'on raconte, mais ce dont nous pourrons mesurer les effets, nous, qui savions pourtant et qui n'avons rien fait, que dirons-nous lorsque viendra l'heure des comptes? Le peuple français est très désinformé. Il ignore, par exemple, l'arnaque des accords de Minsk. Oui. Vous pourriez nous en parler en 2-3 mots? Oui, en 2-3 mots. Mhm. Il faut s'en remettre aux dernières conférences de Xavier Moreau, qui a très très bien décrit la posture des accords de Minsk, c'est-à-dire que l'accord a été pris une première fois à Minsk entre les représentants des républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk. Il y avait à la table le président Poutine, il y avait les représentants des républiques autoproclamées
Lugansk et de Donetsk. Mhm. Il y avait donc les représentants du gouvernement kievien. Et lors des seconds accords de Minsk, il y avait François Hollande, Merkel, représentant l'un et l'autre la France et l'Allemagne, qui étaient les garants de la bonne exécution de ces accords. Or, il s'avère aujourd'hui, on le sait à travers leurs différentes déclarations, que, alors qu'ils devaient être là justement pour assurer la pérennité de ces accords, en fait, ils ont avoué eux-mêmes qu'ils venaient là donner un peu de temps au gouvernement kievien pour organiser l'immense pogrom qu'ils avaient décidé de commettre dans le Donbass. C'est une abomination, c'est une abjection absolue. C'est-à-dire que cette guerre, il faut le savoir, nous la devons à ceux-là, à ceux qui ont joué le jeu du gouvernement nazi de Kiev pour lui donner la possibilité d'aller taquiner les frontières proches de la Russie pour le compte de l'OTAN. Donc ça, je l'explique dans mon livre. Je ne vais pas vous lire le poème parce qu'il fait 10 pages, mais il est très important aujourd'hui que les gens s'informent sur la réalité et la nature de ce conflit. La réalité et la nature de ce conflit n'est pas ce qu'on nous a dit à la télévision ou à la radio, n'est pas la leçon que ressasse aujourd'hui toute la presse à la solde de la propagande élyséenne. Et si on veut vraiment savoir ce qui s'est passé, il faut se renseigner. Et donc, il faut acheter le dernier livre de Xavier Moreau, qui raconte toute l'histoire. Oui, qui vit depuis plus de 20 ans en Russie, où il est chef d'entreprise. Voilà. Il connaît très bien ce pays de l'intérieur. Effectivement, il raconte, lui et d'autres racontent comment Poutine a demandé à rejoindre l'OTAN, on lui a dit non. Boris Johnson est venu dire non aussi à un cessez-le-feu, et Vladimir Poutine réclame encore aujourd'hui un cessez-le-feu. Poutine, pendant 8 ans, il a essayé de négocier, il a essayé de résoudre diplomatiquement ce conflit. Il est intervenu au Donbass au moment où, justement, il a eu vent d'une expédition qui devait avoir lieu pour massacrer les populations. Il a été vraiment d'une grande patience et on ne peut pas lui reprocher aujourd'hui d'être intervenu pour aller au secours des populations russophones du Donbass. Parce que même dans la constitution russe, il y a un article qui l'y oblige. C'est-à-dire dans la constitution russe, on n'abandonne pas des Russes expatriés dans la détresse. Donc, franchement, cet homme qui en plus défend nos valeurs, des valeurs chrétiennes, qui défend une vision du monde qui me semble équitable et juste, la façon dont il est diabolisé dans nos contrées, mais je veux dire que c'en est presque grotesque, en fait. C'est-à-dire que si c'était pas si grave, ce serait drôle. Poutine est pour le respect du droit, c'est ce qu'on appelle un légaliste. D'autant plus que, pour reprendre ce que vous dites, je pense qu'au-dessus de l'intangibilité des frontières, il y a une valeur qui, à mon avis, qui est prépondérante. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À partir du moment où, pour des raisons X ou Y, un peuple décide de proclamer son autodétermination, il n'y a aucun droit international qui est fondé à l'en empêcher. Je veux dire, c'est dans l'histoire du monde. Or, 8 ans passés à subir des agressions provenant des nazis de Kiev dans le Donbass, pour les populations du Donbass, pour moi, ça justifie l'envie de s'autoproclamer indépendant, non ? C'est-à-dire qu'ils ont décidé par eux-mêmes de se protéger contre ces agressions,
ces hordes barbares de nazis provenant de Kiev, Azov, toute la bande des bandéristes et compagnie, venant massacrer leurs femmes et leurs enfants, éventrant les femmes enceintes. Enfin, on a toutes les traces de ça. Il y a des rapports de Médecins sans frontières. On a su tout ça pendant 8 ans, et ni la France ni l'Europe n'a levé le petit doigt pour protéger les populations du Donbass. Donc il était enfin, absolument incontournable pour la Russie de devoir intervenir. Je veux dire que même si reproche pouvait être fait à Poutine par rapport à ses propres règles, par rapport à sa propre constitution et par rapport à ses propres valeurs, le reproche pourrait être qu'il soit intervenu militairement trop tard, presque, par rapport à tout ce qu'a subi le Donbass. Mais Poutine est un garçon qui a toujours mis la paix, la recherche de la paix, au-dessus de tout dans sa politique. Mais il a toujours dit qu'il ne fallait pas venir essayer de taquiner et de mordre l'ours russe. Si on veut le mordre, les gens qui voudront le mordre se casseront les dents. C'est les propres paroles de Poutine. Il l'a dit à Munich. Et il a annoncé la couleur bien avant tout ça. Il a dit, quand les promesses occidentales n'ont pas été tenues, quant au non-rapprochement de l'OTAN des étrangers proches de la Russie, il a tout de suite tapé du poing sur la table à Munich et il a dit, bon, si vous voulez jouer à ça, vous allez trouver un client, parce que la Russie ne se laissera pas faire. Bon. D'ailleurs, le New York Times, qui est tout sauf un journal complotiste, entre guillemets, a bien sorti un article sur les 12 bases de la CIA présentes en Ukraine, près de la frontière russe. Et ça a été repris par Natacha Polony récemment, d'ailleurs. C'est bien que Natacha Polony, de temps en temps, reprenne des informations qui ne soient pas celles de la propagande. Nous pouvons la remercier. On voudrait qu'elle le fît plus souvent. En parlant de souveraineté du peuple, vous avez monté une liste pour les européennes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui vous a poussé à monter cette liste? Au départ, la décision que j'avais prise face à la dérive monarchique que nous subissons, c'était d'agir en tant que poète. C'était mon livre devait être mon action politique. Donc, j'avais décidé que mon action politique serait une action poétique. Et il y a un moment où je me suis fait la réflexion suivante et je me suis dit, Francis, tu as jamais fait ça, en fait, vraiment. Tu as toujours considéré qu'un poète digne de ce nom ne pouvait pas se contenter de prêcher ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il pense qu'il faudrait faire, mais devait incarner lui-même ses propres idées par son action. L'idée d'agir est inhérente à la notion de poésie. C'est inhérent. Poieo, poiein en grec, c'est j'agis, j'agis. Dans le sens de mon imagination, certes, mais j'agis. C'est-à-dire que je me suis dit que rester dans ma tour d'ivoire et balancer des scuds poétiques comme ça, et rester chez moi, bien au chaud, en attendant que les autres se battent dans la rue, c'était pas moi. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai eu envie de me retirer de l'action politique. Je l'ai fait, je pense, parce que j'avais l'impression que quand j'empruntais la voie de l'action politique, j'étais moins écouté, j'étais moins entendu. Parce qu'il y a dans l'âme populaire une méfiance tout à fait légitime pour l'action politique. Et donc je me disais, voilà, tu redeviens poète et tout d'un coup, les gens vont t'écouter davantage. C'est vrai, ils m'écoutent davantage quand je ne suis pas dans l'action politique. Mais je pense que c'est pas en me retirant de cette action politique
que je vais donner le bon exemple. Parce que je pense, comme le disait Émile Zola, que le devoir d'un artiste, c'est de mettre sa notoriété au service d'une noble cause. Et qu'il y a dans l'existence d'un artiste, il y a deux paliers élémentaires. Le premier, c'est celui de la création. Et le deuxième, c'est celui de l'exemple. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, n'est pas un bon exemple. Je dis ce que je fais ce que je dis. Donc, je suis poète. J'agis en créant. J'agis pour que les idées que je répands puissent à un moment donné advenir à l'existence. Je suis sur mes deux pieds. J'avance sur mes deux pieds. Donc, j'ai voulu poser le deuxième pied. Et j'ai voulu donner aujourd'hui, par mon engagement et ce qu'il m'en coûte, l'exemple de ce qui pour moi est le devoir d'un citoyen, quel qu'il soit, quel que soit son métier, sa profession, c'est-à-dire l'exemple de l'engagement. Il faut s'engager. En amour, il faut s'engager. Dans la défense des intérêts de la société dont on fait partie, il faut s'engager. Se plaindre sans agir pour que les choses changent n'est pas une façon honnête de construire l'avenir. On ne peut pas se contenter de dire faucon, yaka. Il faut donner de sa personne. Donner de sa personne. C'est non seulement, je dirais, un droit qu'on nous conteste aujourd'hui, en nous traitant de complotistes, de terroristes, sans jamais d'ailleurs répondre à nos arguments par des arguments. Mais c'est notre devoir aussi. Et je dirais presque avant tout même, c'est notre devoir. On ne peut pas simplement se contenter de recevoir d'une société dont on fait partie. Il faut donner de sa personne. C'est ça l'exemple que je veux donner, en donnant de ma personne. La deuxième raison pour laquelle je me suis engagé, c'est que j'ai vu et j'ai compris à un moment donné que dans ce qui aujourd'hui se présente au public comme étant la résistance politique, c'est-à-dire ce qui serait une opposition réelle, il y a des caciques, il y a des gourous résiduels provenant du monde que nous contestons, le monde de la mafia politicienne, qui finalement phagocytent l'élan de résistance et veulent nous imposer le culte de leur personnalité. Et en cela, ils paralysent finalement la capacité pour les citoyennes et les citoyens de se mobiliser autour d'un thème ou d'une idée en nous expliquant que ça doit passer par eux ou ça ne doit pas être. Et donc, par exemple, surtout dans le mouvement souverainiste, j'ai vu et j'ai compris que ces gens-là n'allaient pas s'allier entre eux pour qu'il y ait une liste d'union de tous les souverainistes. Donc, j'ai entendu notamment un appel extraordinaire lancé par Philippe Murer, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et qui pour moi aujourd'hui représente bien davantage la mouvance souverainiste que les caciques dont je ne nommerai pas le nom, mais que tout le monde aura reconnu. Et je me suis dit, bon, ils vont diviser l'électorat, ils l'ont divisé, il restera divisé. Donc moi, il faut que je puisse faire quelque chose pour que cet électorat se réunisse sur la même liste pour défendre la mouvance souverainiste. Donc moi, pour m'opposer à cette fraction de ces factions, au fractionnement de l'électorat souverainiste, j'ai créé la liste d'union. J'ai créé la liste d'union des souverainistes. Aujourd'hui, tous les souverainistes militants qui veulent additionner leurs voix et pas les soustraire, peuvent se retrouver sur la liste d'union que j'ai créée, en dépit des caciques qui font leur petit business de boutiquier avec la naïveté et la confiance que les gens leur portent. Ça, c'est inacceptable. Quel que soit le niveau d'érudition,
quel que soit le niveau de formation de ces gens qui, comme par hasard, se trouvent être des énarques, c'est-à-dire des représentants résiduels de cette énarchie qui a corrompu la société politique. Eh bien, ils fractionnent l'électorat, donc ils jouent le jeu du système. Et ça n'est pas moi qui fractionne l'électorat, c'est eux qui l'ont fractionné. Parce que s'ils avaient eu l'intelligence de s'unir et donc d'unir leurs factions au lieu de fractionner l'électorat, moi je les aurais rejoints. Moi je les aurais soutenus. Mais comme ils ont fractionné et ils ont expliqué qu'il n'y avait aucune possibilité qu'ils s'unissent, hein, à ce moment-là je me suis dit, on ne peut pas abandonner cet électorat. On ne peut pas abandonner la mouvance souverainiste à cette condamnation au fractionnement que nous imposent ces caciques qui se comportent non pas comme des serviteurs du peuple, mais comme de véritables gourous qui s'adressent à des sectes. Donc j'ai créé la liste d'union des souverainistes citoyens, la liste d'union des souverainistes citoyens, tous les souverainistes citoyens qui veulent unir leurs voix, les additionner et pas soustraire leurs voix, peuvent le faire en votant pour notre liste. Et il est encore temps pour les caciques de comprendre que c'est leur devoir aujourd'hui de faire ce qu'ils ne font pas, c'est-à-dire d'aller dans le sens de l'union des voix souverainistes. Peut-être, il faut croire au miracle. Moi je suis chrétien, je crois au miracle. Peut-être que cette liste d'union les mettra en demeure de participer à ce mouvement d'union. D'accord. Tous les souverainistes, connus ou non, sont invités à vous rejoindre. Ils sont souhaités. Oui. Et bien entendu, si le miracle se produisait, nous nous verrions autour d'une table et nous ferions en sorte que tout le monde s'y retrouve. Moi, personnellement, je ne fais pas du business avec la résistance. Ce qui me différencie, moi, des chefs de parti dont j'ai évoqué l'action sans dire le nom, qui se reconnaîtront. La différence entre moi et eux, c'est que moi, je ne me fais pas payer pour être un résistant. Moi, je ne suis pas un résistant professionnel. Moi, ma profession, c'est artiste. Moi, je gagne ma vie avec mes chansons. Moi, je gagne ma vie avec mes spectacles. Je ne gagne pas ma vie avec mon parti. Hein, je ne me paye pas sur les cotisations des adhérents. Je ne fais pas du business, moi. Moi, je suis au service du peuple et non seulement ça ne me rapporte pas de l'argent, mais ça m'en coûte de l'argent. Donc ça, c'est la première différence entre moi et eux. C'est-à-dire que moi, quand je fais ça, c'est pas pour faire du fric. Eux, c'est clairement pour faire du fric. On va arrêter de tourner autour du pot. Il y en a un là, en ce moment, qui nous explique que pour faire sa campagne, il a besoin d'1,5 million d'euros. Mais oh, où t'as pris ce chiffre ? Déjà, la dernière campagne, tu nous avais annoncé 350 000 euros, ce qui correspond à peu près au coût des choses. Hein. Les bulletins, les professions de foi, si on voit les prix qui sont pratiqués par les imprimeurs, tout ça, c'est à peu près la livraison, etc. Ouais, ok. Moi, j'ai encore tiré les prix. Nous, on va pas faire de programme sur notre liste, puisqu'on n'a pas de programme. On a des objectifs, on préfère des vrais objectifs à des faux programmes. Tous les programmes qui sont présentés aux électeurs et aux électrices en ce moment sont juste une imposture, puisque de toute façon, ils ne pourront pas être mis en pratique. Donc tout ça, ça participe de l'imposture politicienne et de la mafia qui règne aujourd'hui sur nos institutions. Non, moi, je ne suis pas un résistant professionnel. Je suis un résistant amateur. D'ailleurs, parce que dans le mot amateur, il y a le mot amour. Hein. Et je fais ça par amour du peuple, par fidélité, amour de mes parents, de l'enseignement qu'ils m'ont donné, voilà, par amour de Dieu aussi, par fidélité à ma foi chrétienne et au sentiment qu'il est important et plus important que tout de mettre sa vie aussi au service de son prochain. Bref. Donc moi, quand je fais ça, je dis pas aux gens que je vais sauver la France. Je dis pas, quand on les écoute, il faut voter pour eux parce que eux, personnes physiques, vont sauver la France. Non, non. Vos personnalités, messieurs un tel et un tel, on s'en fout. On s'en fout de toi, on s'en fout de ta carrière politique, on s'en fout de tout, de toi. C'est pas toi qui est important. C'est pas Francis Lalanne qui va sauver la France.
C'est pas François Asselineau qui va sauver la France. Mm. C'est pas Florian Philippot qui va sauver la France. Il y a que les Français qui vont sauver la France. Donc il faut Mm. créer des territoires, des espaces de liberté où vont pouvoir s'unir les voix des citoyennes et des citoyens qui pensent de la même manière et qui ont une pensée commune et qui veulent s'unir pour une action commune. Alors ça, c'est ce que moi, je propose. Et que je propose bénévolement, contrairement à ces gens qui veulent s'assurer un bon salaire en phagocytant certains idéaux et en faisant croire aux gens qu'ils sont les seuls à pouvoir résoudre leurs problèmes. Il faut sortir de ce système de l'aliénation sectaire. Il faut en finir avec les gourous politiciens. Aujourd'hui, il faut créer une transversalité, des espaces de liberté où la démocratie peut s'exercer de manière réelle et pas fictive. Que chacun puisse retrouver sa souveraineté mentale et physique. Et citoyenne. Absolument. Vous êtes entouré de certaines personnes, parce qu'il faut bien toujours des têtes d'affiche dans une liste pour intéresser le grand public. Qui est avec vous en tête de liste dans cette belle liste citoyenne? Nous avons, je dis nous, décidé à un moment donné d'être un aigle à deux têtes. Je nomme ainsi, j'évoque ainsi la personnalité de mon ami, de mon frère, Dieudonné. Quand j'ai parlé de mon projet à Dieudonné, il a souri. Il m'a dit « Tu es vraiment complètement fou, Francis ». Mais ça, je le savais depuis le départ. Tu sais que moi, je suis un abstentionniste, me dit-il. Tu sais que moi, je ne crois pas à tout ça. Mais je t'ai écouté parler. Et je pense que tu as raison. Je pense qu'il faut finir le boulot de Coluche. Il faut donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Il faut donner la possibilité d'agir à ceux qui ne l'ont pas. Aux oubliés de la République, aux méprisés de la République, aux petits, aux obscurs, aux sans grade. Si tu as besoin de moi, en tant que frère, je serai à tes côtés, Francis. Et je pense que tu as raison. Finalement, s'abstenir, c'est maintenir le système que l'on conteste en place. S'abstenir, ça n'est pas agir. Et je pense sincèrement que tous ceux qui s'abstiennent peuvent se reconnaître dans la démarche de Dieudonné. Et c'est un petit peu le travail qu'on s'est réparti, lui et moi. C'est lui qui va s'adresser aux abstentionnistes pour leur faire comprendre qu'on a besoin d'eux pour changer le système et que sans eux, on n'y arrivera pas. Je lui dis à un moment donné, je pense que toi, tu peux dire à ceux qui votent blanc, par exemple, arrêtez de voter blanc, ça sert à rien, votez plutôt pour le noir, en parlant de lui. Et ça l'a fait rire. C'est toi qui peux dire à un moment donné à ceux qui ne sont pas inscrits, qui ont retiré leur inscription, allez vite vous inscrire, on a besoin de vous, on a besoin de vos voix. Tant que vous ne voterez pas, on ne pourra pas changer ce système. Et c'est vrai. Si les abstentionnistes ne se mettent pas à voter, on n'ira nulle part. Parce que le vote, aujourd'hui, il est toujours le même, d'élection en élection, puisque c'est les gens qui votent qui obtiennent le résultat des élections. Les gens qui votent, ils votent toujours de la même manière, à 10% près. Et ces 10% ne font pas la différence. C'est-à-dire que on vote de père en fils de la même manière ou de manière contraire, mais par opposition. Quelqu'un qui est communiste votera communiste parce que son père l'était. Ou il votera pour la droite parce qu'il ne s'entend pas avec son père et que son père était communiste. Le vote est un phénomène émotionnel et pas du tout rationnel. Et donc, si on s'en tient à ce qui se passe depuis trop longtemps maintenant dans notre pays, c'est-à-dire que au vote de l'électorat traditionnel, rien ne changera. On fera plus ou moins de voix. Il y a quelques gens qui tout d'un coup s'éveilleront et rejoindront la mouvance citoyenniste que nous défendons. Mais
on n'obtiendra pas réellement ce qu'on veut, c'est-à-dire un changement de système, parce que nous, on veut abolir ce système. On veut rentrer dans la citadelle pour la détruire de l'intérieur. Nous, cette élection européenne, pour nous, c'est un cheval de Troie. Voilà. Sauf que la différence entre, par exemple, moi et Monsieur Asselineau, par exemple, c'est que moi, je ne veux pas être Agamemnon, je veux juste être Ulysse. Moi, je veux juste ouvrir les portes de la citadelle au peuple français pour qu'il puisse entrer dans la citadelle et la détruire. Il faut détruire ce système, il faut l'abolir. Ça suffit, la République. Tous mes discours, je les termine ainsi. Abat la République et vive la France. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à m'entendre avec M. Asselineau, qui lui est républicain, foncièrement républicain. Il veut préserver la République, mais non, cher François, il faut en finir avec la République. C'est la République qui nous opprime. C'est la République qui opprime la France depuis Adolphe Thiers. Il faut en finir avec cette histoire. Et il faut écrire l'histoire de France en faisant de la France la première démocratie de l'histoire du monde. Parce qu'il ne faut pas me parler d'Athènes, qui était une cité où il y avait des esclaves, où il y avait un principe de discussion par le vote, mais on ne peut pas appeler ça vraiment une démocratie. Bon, il y a eu la République et la démocratie grecque, mais aujourd'hui, la démocratie telle que nous, on la conçoit, c'est-à-dire faire en sorte que le peuple français fasse ses lois, que le peuple français se gouverne lui-même, par lui-même et pour lui-même, ça n'a jamais existé dans l'histoire du monde. Et nous, notre rêve et notre projet, c'est que ce soit la France qui soit à l'origine de la première démocratie nationale. C'est pas, on ne fait pas tout ça pour faire une 6e République. Stop la République. Vous êtes donc chouardien. Ah mais, alors, Étienne est un ami. Nous partageons les mêmes idées. J'ai d'ailleurs très souvent cité Étienne dans mes livres. Et alors, moi j'étais assez radical par rapport à ces idées qui sont les nôtres. Et la discussion aujourd'hui, elle porte sur la phase de transition. C'est là où Étienne et moi, on n'est pas toujours d'accord, parce qu'on est d'ailleurs, lui et moi, pas toujours d'accord avec nous-mêmes. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même. Ma réflexion, elle évolue. Et elle évolue aussi à travers mes rencontres et mes discussions avec tous les mouvements citoyens que j'ai l'honneur de rencontrer lors de mes prospections pour justement construire cette liste pour les européennes. Est-ce qu'il faut passer de manière abrupte d'un système représentatif à un système démocratique? Toute la question est là. Ou est-ce qu'il faut une sorte de NEP démocratique pour faire glisser lentement et sûrement et sans violence le principe républicain vers le principe démocratique? Bon, alors ça c'est une vraie discussion que nous avons tous les jours. Alors parfois je suis pour la méthode, la méthode forte, et puis parfois moi-même j'ai du mal à décider pour moi-même, mais c'est pas à moi, Francis Lalanne, de décider. Ça c'est une discussion qui doit avoir lieu entre tous les groupements citoyens qui vont se réunir autour de cette liste, cette liste qui est un espace de liberté qui est ouvert justement à tout le monde. Et bon, il y a la voie sèche et la voie humide en alchimie. En ce moment, pour être tout à fait honnête avec vous, je serais plutôt pour la voie humide, je serais plutôt pour un glissement progressif vers la démocratie par la constitution d'un gouvernement de transition qui reprendrait les éléments, j'allais dire, fondateurs de notre constitution, non pas ceux qui ont été dévoyés depuis le coup d'État du Conseil constitutionnel sur nos institutions et la formation de ce qu'on appelle ce bloc de constitutionnalité qui n'est autre qu'un moyen de noyer le poison. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une constitution matérielle et une constitution formelle, et donc les arbitrages du Conseil constitutionnel vont devenir des éléments constitutionnels. On part finalement d'un texte qui est assez clair, qu'on soit pour ou contre, et puis à force de l'interpréter, de l'arbitrer dans l'intérêt des différents gouvernants, une espèce de bouillie constitutionnelle dans laquelle on va prendre ce dont on a besoin pour opprimer les gens, ça suffit. C'est sûr que
aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait des élus. Il faut qu'on se serve de cette élection européenne pour avoir des élus et une vitrine internationale pour le citoyennisme. Car l'Assemblée européenne sera une vitrine internationale pour le citoyennisme. Citoyennisme qui est ce que nous défendons. Je préfère dire citoyennisme. Je préfère parler de citoyennisme que de démocratie en ce moment, parce qu'on a tellement fait croire aux gens que la République, c'était la démocratie, qu'ils ne comprennent pas. Et c'est très difficile aujourd'hui de leur dire qu'on n'est pas en démocratie. Parce qu'on leur a mis ça dans la tête depuis des générations, qu'on était une démocratie. On n'est pas une démocratie. Décider qui décide, ça n'est pas décider. C'est très simple. D'autant plus quand on est trahi. Oui, bien sûr. Parce qu'à partir du moment où un élu considère qu'un mandat, c'est un transfert de souveraineté, oui, bien sûr, il va nous trahir, puisqu'il va penser que ce qu'il pense lui, c'est ce que nous pensons nous. Non, tu dois faire ce qu'on te dit. Tu as un mandat. Tu n'es pas souverain à notre place. Si la République fonctionnait de cette manière, on pourrait dire qu'elle a un fonctionnement démocratique. Bon, et ça, même Chouard, des fois, il accepte de le dire, ça dépend des soirs, des jours. Mais oui, si on avait aujourd'hui des représentants à l'Assemblée nationale, non encartés, qui ne reçoivent pas leurs directives des partis politiques, mais de leurs électeurs et de leurs électrices, on pourrait dire que nos institutions, approximativement, ont un fonctionnement démocratique. Parce qu'il y aurait plus de transfert de souveraineté, mais il y aurait mandat. Le syndic de l'immeuble n'est pas le propriétaire de l'immeuble. Voilà. Et notre Constitution, quand on définit son rôle, sa nature, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, c'est pas le gouvernement de l'État par l'État pour l'État. Or, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un coup d'État de l'État sur la nation. C'est-à-dire que d'ailleurs, je préfère parler de nation que de peuple, parce que la nation, l'idée, le concept de nation, englobe les peuples du passé, du présent et de l'avenir, et englobe la personnalité morale également du peuple qui est la nation et pas l'État. L'État est une entreprise de gestion à qui la nation, par le peuple, confie une prérogative, et elle s'empare de l'objet qu'on lui confie. Et c'est là où il y a un coup d'État de la République sur la démocratie. C'est ça qui est condamnable aujourd'hui. C'est que la puissance publique s'empare du bien public. C'est du vol. Non, la puissance publique, elle doit être l'expression de la volonté populaire, et donc nationale, et elle doit être souveraine. C'est-à-dire que l'État n'est pas le souverain, c'est la nation. C'est comme on disait autrefois d'ailleurs, lorsque les auteurs des textes institutionnels ou servant à la construction de nos textes institutionnels ont parlé du législateur, on parle du peuple. Et les référendums étaient un bon moyen d'injecter un petit peu de temps en temps de la démocratie dans notre République? J'ai longtemps dit qu'il fallait inverser dans l'article 3 et mettre le référendum avant les représentants dans l'exercice du mandat. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par référendum. Non. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par référendum, voire par ses représentants. Ça, si on avait mis les choses dans cet ordre-là, on aurait encore été un peu plus près de la démocratie que de la monarchie républicaine. Mais bon, je suis, quand on me demande quelles sont mes influences, moi je suis un fervent adepte des principes édictés, inventés par Condorcet. Moi je suis un condorcétiste convaincu. Il y a pour moi dans la constitution de Condorcet, celle qui a été refusée par la Convention, c'est peut-être en hiver 93, lorsque les Girondins ont confié à Condorcet la rédaction de la Constitution qui devait être celle de la France. Cette Constitution, elle a été refusée par la Convention au moment où les montagnards ont pris le pouvoir.
et où ils ont confié à Hérault de Séchelles la rédaction de la Constitution qu'aujourd'hui est très souvent citée, notamment à cause de l'article 35 par tous les mouvements insurrectionnels en France, faisant allusion à cet article qui dit que lorsque le gouvernement devient tyrannique, l'insurrection est non seulement un droit, mais le plus sacré des devoirs. Bref. Dans la proposition de Condorcet, il y a un truc formidable, c'est le DIP. Le DIP, c'est l'ancêtre du RIC. Le DIP, c'est le droit d'initiative populaire. Moi, je prêche pour le DIP. Et je renvoie tout le monde, parce que je ne vais pas aujourd'hui vous faire un cours sur le droit d'initiative populaire, parce que ça prendrait trop de temps, mais lisez la Constitution de Condorcet, intéressez-vous au DIP et surtout au protocole du DIP. Parce que le problème aujourd'hui, quand on parle de RIC, bon, moi je pense comme choix qu'il n'y a qu'un seul RIC possible, c'est le RIC en toute matière. Toute forme d'adaptation du RIC aux besoins de la verticalité, comme d'ailleurs on le fait pour les référendums de manière générale, pour moi sont des malhonnêtetés pédagogiques. On fait de la pédagogie dévoyée par une intention malhonnête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu ce qu'on subit aussi avec le monde médiatique qui ressasse la vérité élyséenne et qui veut nous imposer cette vérité comme étant la vérité. Puisque maintenant, en Europe, on est même en train de voter une loi pour que le pouvoir ait le droit de choisir quelles sont les chaînes qui pourront s'exprimer à l'avenir dans le monde médiatique. C'est-à-dire qu'ils donneront l'autorisation ou pas selon ce qui sera diffusé comme message. Enfin, c'est le projet. Voilà, bref, on va arrêter ça. On va empêcher ça. Bref. Mais ce qui m'intéresse donc dans le DIP, c'est le protocole. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle avec les citoyens, moi je parle avec les citoyens et les citoyennes tous les jours, chacun a son RIC. Chacun a sa vision d'un RIC avec un protocole particulier. Et aujourd'hui, on serait très embêté. J'en parlais avec Chouard justement de ça. Aujourd'hui, on balancerait le RIC dans nos institutions. On aurait un problème déjà, c'est lequel? Et moi, mon RIC préféré, c'est celui de Condorcet. Parce que si on applique le protocole de Condorcet, une personne peut faire arrêter une loi. Bon, pas tout un processus, c'est pyramidal. Une personne en mobilise 50 qui vont s'adresser à une juridiction, il y a un vote, et puis après, on passe à la juridiction supérieure, il faut davantage de personnes, mais on a un vote qui permet, etc. Et on peut remonter comme ça jusqu'à la juridiction fédérale, qui à ce moment-là est mise en demeure de questionner le peuple, et le peuple prend sa décision. Ça, j'adore. Bon, Francis, tu es gentil, ça te plaît ce truc-là, moi ça me plaît pas, bon, discutons. Alors moi c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Le cancer du consensus a anéanti la vigueur démocratique, dont le fondement est le désaccord. Il n'y a pas de progrès social sans désaccord. L'accord, c'est le commencement de la dictature. Dès qu'il y a un consensus, dès que tout le monde est d'accord, on n'avance plus. C'est l'immobilisme absolu. Le désaccord, c'est magique. Ne pas être d'accord, c'est fantastique, c'est merveilleux. C'est là que commence la vie. C'est là que commence l'amour. Il faut absolument pas être d'accord. Et il faut disputer dans l'amour, en accordant à l'autre le crédit de ses arguments. Pardonnez-moi de citer Finkielkraut, parce que je pense qu'on l'a perdu là depuis longtemps. Mais moi, j'ai bien aimé Finkielkraut à une époque, j'étais étudiant à la Sorbonne, et j'avais assisté à une conférence de Finkielkraut, il avait dit quelque chose de formidable. J'ai envie de le citer aujourd'hui, parce qu'il disait, attention, pour que la pensée
collective se déroule de manière harmonieuse sur la base d'un désaccord, il faut accorder à l'autre le crédit de ses arguments. Et donc, disait-il, et je le cite, il faut créer les conditions de l'amitié. Sans amitié, il n'y a plus de débat. Sans amitié, il y a un combat pour détruire l'autre. Pas pour le convaincre, pas pour trouver l'idée médiane, le médiocritaire, le juste milieu, l'idée commune qui va se fonder sur les idées de l'un et les idées de l'autre. Et conjonction de coordination. C'est pas ou, c'est et le personnage principal de la dispute. Et donc, si on veut que cette dispute soit porteuse de démocratie, d'évolution et pas d'involution, il faut créer ces conditions. Il faut créer les conditions de l'amitié. Il faut accorder à l'autre le crédit de ses arguments. Sinon, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat. Il y a une lutte pour le pouvoir. Merci, monsieur Finkielkraut. J'aimais mieux ce genre de théorie que celle que vous avez développée par le futur. Mais bon, personne n'est parfait, ni vous ni moi, et je vous pardonne. J'espère que vous me pardonnerez aussi. Enfin, le DIP me semble, c'est moi qui parle, donc, je ne détiens pas la vérité universelle, me semble le RIC le plus pertinent de tous ceux dont j'ai eu connaissance. Et je pense qu'on aurait intérêt aujourd'hui à ressortir le DIP du tiroir où on a mis Condorcet, parce que tout le monde a oublié Condorcet, qui est mort assassiné, enfin bref, par nos amis les terroristes révolutionnaires. Bref. Ceci étant posé, il n'y a pas, pour répondre directement à ta question, et j'aurais pu d'ailleurs le faire en une phrase, il n'y a pas de démocratie sans référendum. Et je pense que, alors, j'ai rencontré des citoyens qui ont pas mal avancé sur la constitution d'un principe de consultation numérique sécurisé. J'en ai parlé à des jeunes gens qui sont des hackers, qui me disent, Francis, nous, personnellement, on est contre. Ce sont des jeunes gens, hein, parce que le hacker a toujours un temps d'avance. Et que même si tu penses que tu as sécurisé ton mode de consultation, les hackers peuvent repérer des passer outre. Vulnérabilités dans le système. Mais je pense que le papier, c'est pas mal, l'urne, c'est pas mal, si on a des moyens aussi de vérification qui empêchent la fraude. Parce que là, en ce moment, le cancer de ce qu'on appelle abusivement la démocratie, c'est la fraude électorale. Ça, c'est organisé par la CIA, c'est valable pour tous les pays du monde, la France comme les autres, et ne serait-ce que pour ces élections-là, il va falloir vraiment regarder ça de très près et trouver des moyens de contourner la fraude électorale, parce qu'elle sera au centre de ces élections, il faut savoir. D'où l'importance d'avoir une mobilisation importante de vérification et de vérificateurs dans les bureaux de vote. Nous, on va essayer de mettre ça en place avec notre masse critique, mais on n'est pas encore suffisamment nombreux pour pouvoir le faire partout, mais on va le faire, on va trouver des moyens pour le faire, déjà pour protéger nos votes. Voilà. Vous aurez des artistes, des sportifs, d'autres professions, des citoyens, donc évidemment dans cette liste. Vous pouvez citer d'autres noms ou c'est encore trop tôt? Je peux citer Farid Kider, grand sportif. Qui est notre plus grand champion de boxe pied-point. Il a tous les titres mondiaux, même en boxe anglaise, il a une douzaine de titres européens, de champion d'Europe de boxe anglaise. Le plus grand champion français de boxe, Farid Kider, qui est mon ami, qui est mon frère. Je l'ai vu hier soir, et il m'a dit, Francis, je marche avec toi. Voilà. Très bien. Mais j'ai du mal
à mobiliser les artistes. Et ça me fait beaucoup de peine. Ils ont peur. Ils ont peur. Ou disent-ils, ils n'y croient pas. Et tu vois, le courage de quelqu'un comme Dieudonné, c'est de dire à un moment donné, je t'écoute, tu vois, je pars de mon point A qui est de dire je n'y crois pas, je préfère m'abstenir, et puis finalement, je t'écoute et je me dis ouais, en fait, t'as raison. Si je m'abstiens, si je vote pas, en fait, c'est moi qui maintiens le système que je condamne. Voilà. Dieudonné, qui est un virtuose de la scène, je le sais puisque je l'ai vu il y a plusieurs années, est un artiste clivant, mais il est apaisé aujourd'hui. Ah oui, mais depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire que la propagande a voulu en faire un épouvantail hystérique, mais Dieudo, c'est un sage. C'est un sage. Bah, c'est, je crois, Goethe. Oui, c'est Goethe, qui disait qu'il y a plusieurs phases dans la vie d'un poète, d'un artiste. Hein. Il le disait pour les poètes, hein. Ça peut s'étendre aux artistes en général. Il disait, voilà, il y a une phase où le poète, il doit être un Rimbaud, un adolescent frénétique, échevelé, borderline, en colère, dans l'outrance, dans la démesure. C'est l'adolescence du poète. Moi, j'ai connu une phase comme ça. Tout le monde s'en souvient dans notre pays. Mes coups de gueule, les machins. Les sorties de plateau. Les sorties de plateau. Oui, oui. Et puis, il y a une phase où le poète, s'il atteint l'âge de Victor Hugo, ben, il doit devenir Hugo. C'est-à-dire qu'il doit passer de l'état de farfadet rimbaldien à l'état de sage hugolien. C'est un cheminement. Je veux dire que moi, j'ai été révolté toute ma vie, et je le suis encore. Dieudo, ça a été révolté toute sa vie, et il l'est encore. Mais j'ai 65 ans. Je suis grand-père. J'ai 5 enfants, et j'ai 2 petits-enfants. Je peux pas continuer à monter au cocotier comme ça. Je dois être un bon exemple. Un peu de sagesse. Un peu de sagesse, un peu de maturité, un peu d'expérience, la vie aussi, les kilomètres. Bah, Dieudo, comme moi, hein, bon, Dieudo, il est un peu plus jeune que moi. Lui, il doit être à 58 ans, je crois. Bon, ça va. Mais voilà. Donc, il sait, c'est pas qu'il s'est assagi, hein. Faut pas confondre la sagesse et être assagi. Moi, je suis pas assagi, hein. Je suis toujours révolté, je suis toujours indigné. Mais bon, c'est plus forcément dans mon fonctionnement, ça l'est parfois un petit peu, ça m'arrive de m'emporter, hein, mais beaucoup moins qu'avant. Parce que c'est pas intéressant, je pense, à mon âge, de s'emporter. C'est pas bon pour le cœur. Je pense qu'il faut maintenant voilà, que je mérite mon âge, et qu'il c'est pas tout, enfin, c'est pas forcément agréable physiquement de vieillir. On a moins d'énergie, voilà. Mais on a acquis une expérience de l'existence qu'il faut mettre en pratique et qu'il faut mettre au service des autres. C'est vrai que moi et Dieudo, on est plus maintenant dans la transmission de ce qu'on sait, de notre savoir, et aussi de nos idées, que dans le combat farouche et violent pour qu'elles aient un écho dans le monde. Moi, quand j'étais petit, je voulais changer le monde.
Je voulais qu'il soit meilleur. Aujourd'hui, je sais. En fait, j'ai accepté l'idée que je pourrais pas le changer. Le petit Francis, c'était un idéaliste. Je pense que toute ma vie, j'y ai cru dur comme fer. Je me suis dit, les chansons que je vais écrire, les poèmes que je vais écrire, ils vont modifier la conscience du monde. J'y ai vraiment cru. Mais j'ai 65 ans aujourd'hui. Je suis fatigué. J'ai décidé de me battre jusqu'au bout. Par loyauté envers les gens qui m'ont permis de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé, en venant me soutenir dans les salles de spectacle, en achetant mes livres, en achetant mes disques, en m'exprimant leur affection. Je me battrai jusqu'au bout pour eux, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Mais j'ai accepté l'idée que je ne modifierais pas la structure du monde, que je serais juste un grain de sable dans la conscience humaine, et que tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie restera un grain de sable. Mais, comme le disait Mazarin, je crois au pouvoir d'un grain de sable. Mazarin avait dit une phrase que je cite souvent. Un petit caillou dans la vessie du plus grand monarque, et le plus grand monarque se meurt de ne pouvoir pisser. Si j'arrive à rester jusqu'au bout un petit caillou, peut-être que le système aura des problèmes de vessie. On peut au moins se dire que, voilà, faute de changer le monde, je peux faire en sorte que le système ait du mal à pisser. C'est presque shakespearien comme sujet. Ouais. Vous me citeriez Shakespeare en anglais? J'adore. Pour conclure donc, Macbeth, Macbeth, c'est Macbeth, oui. Je crois que c'est la scène 23 du dernier acte, je pense. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour on stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying
ignorée. La vie n'est qu'une ombre qui marche. Un pauvre acteur qui s'échine sur scène pendant 1 heure, et puis qu'on n'écoutera plus. C'est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Merci, Francis Lalanne. À bientôt, Stéphanie.